Les camions avancèrent déjà, 6 véhicules blindés chargés de 23 tonnes d'or filant vers la sortie du pays comme ils l'avaient toujours fait. Rien d'exceptionnel, rien à signaler, juste une richesse qui quitte l'Afrique sous escorte pendant que les hôpitaux s'effritent et que les écoles manquent de tout. Puis à 15 km de Ouagadougou, le mouvement s'arrête, pas à cause d'un incident, pas à cause d'une panne, mais parce qu'un ordre est donné. Le capitaine Sao Adogo ne négocie pas, il déclenche Sincofa, un protocole que personne n'attendait, que personne n'avait intérêt à voir exister. En quelques minutes, l'illusion s'effondre. Ce n'est plus un contrôle, c'est une saisie. Pour la première fois, l'État burkinabé empêche l'or de partir. Pour la première fois, la routine coloniale se heurte à une frontière intérieure. Ce geste n'est pas improvisé. Il n'est ni émotionnel ni symbolique. Il est le produit d'une accumulation silencieuse d'années où chaque lingot exporté a creusé un peu plus le fossé entre la richesse du sol et la pauvreté des vivants. Quand cette nuit-là, l'or reste sur la terre qu'il a vu naître, quelque chose bascule, un principe ancien se fissure, que les ressources africaines sont destinées à voyager, jamais à rester. Ce qui se joue n'est pas seulement une cargaison détournée. C'est une rupture dans l'ordre établi, un signal envoyé au réseau, au marché, aux puissances habituées à ne jamais être arrêtées. Le Burkina Faso ne teste pas une idée, il teste sa capacité à dire non. Et une fois que ce non est prononcé, le retour en arrière cesse d'être une option. Ce qu'on voit arrêter n'est pas une anomalie. Il révèle ce qui, pendant des décennies, n'avait pas vocation à être regardé de trop près. L'or du Burkina Faso n'a jamais vraiment appartenu au Burkina Faso. Il sortait de la terre ici, mais il était déjà comptabilisé ailleurs, contrat signé dans des bureaux climatisés, pourcentage soigneusement négocié. Moins de 8 kilos sur 100 revenaient réellement à l'État. Le reste disparaissait sans bruit, direction des coffres suisses et des comptes offshore. Ce déséquilibre n'est pas un accident, il est une architecture. Des entreprises étrangères, principalement canadiennes et australiennes, détenaient la clé du système. Elles exploitaient, exportaient, facturaient. L'État regardait passer et ceux qui auraient dû poser des questions ne les posaient pas par ignorance, par intérêt. Poste, voiture, bourse, à l'étranger, audit enterré. La corruption n'était pas un défaut du système, elle en était le moteur. Quand un ancien ministre avoue qu'on ne voulait surtout pas qu'il regarde les contrats miniers, ce n'est pas une confidence, c'est l'aveu d'une règle non écrite. Pendant que l'or quittait le pays, les campagnes s'enfonçaient, les hôpitaux manquaient de médicaments, les écoles partageaient un manuel pour 5 enfants. Ce contraste n'a rien d'exceptionnel, on l'a vu au Pérou, au Chili, au Ghana. Partout où l'extraction promettait le développement, elle a surtout financé l'extérieur. Le message implicite était clair, le sous-sol n'est pas fait pour ceux qui vivent dessus. Mais ce système avait une faiblesse. Il reposait sur le silence, sur l'idée que personne n'oserait rompre la chaîne. La nuit du convoi stoppé brise ce pacte invisible. Elle expose publiquement ce qui devait rester technique, opaque, hors débat. À partir de là, une question devient impossible à étouffer. Si l'or existe, si les chiffres existent, alors pourquoi le pays reste pauvre ? Et quand une société commence à poser cette question à voix haute, ce n'est plus seulement un problème économique, c'est une crise de légitimité. Le système ne s'effondre jamais d'un coup, il commence par perdre sa certitude. Quand Ibrahim Traoré prend les rênes du pays, il ne promet pas de corriger les marges, il remet en cause la logique entière. Ce n'est pas un discours de campagne, c'est une ligne de fracture. Traoré ne parle pas d'optimisation, il parle de reprise, de contrôle, de souveraineté concrète. Très vite, le signal est clair, l'exportation massive de minerais bruts n'est plus acceptable. Chaque gramme devra désormais créer de la valeur sur place. Emploi, compétences, chaîne locale, ce choix n'est pas idéologique. Il est structurel, car transformer localement, c'est casser la dépendance. C'est empêcher que la richesse disparaisse avant même d'avoir été comptée. Les compagnies minières comprennent immédiatement le danger, elles protestent, elles menacent, elles prédisent la fuite des capitaux, l'effondrement, le chaos. Ce discours est ancien, toujours le même. Sans nous, vous n'êtes rien. Traoré ne répond pas par des slogans. Il tranche, audits environnementaux et sociaux réels. Fin des simulacres, contrôle systématique.
et surtout création d'une compagnie minière d'État. Ce moment est décisif parce qu'il retire aux multinationales leur arme principale, le monopole du savoir et de la gestion. Des ingénieurs burkinabés, longtemps marginalisés, reprennent les commandes. Des jeunes formés à Ouagadougou et Bobo Dioulasso cessent d'exporter leur intelligence. Ils l'appliquent chez eux. La rupture n'est plus symbolique, elle devient opérationnelle. Caméras, traceurs GPS, auditeurs indépendants, chaque site est surveillé, chaque gramme est déclaré. Quand l'audit tombe, le choc est brutal. Plus de 500 tonnes d'or ont disparu en 3 ans. Volés, détournés, effacés des comptes nationaux. Ce chiffre ne choque pas seulement par son ampleur, il détruit une illusion, celle que la pauvreté était une fatalité. Quand Traoré s'adresse à la nation, il ne parle pas d'or, il parle de dignité, d'avenir, de ce qui a été confisqué sans consentement. La rue répond, les écoles débattent, la souveraineté devient un mot vivant. À partir de ce moment, ce n'est plus un gouvernement face à des entreprises, c'est un pays face à un système. La réaction ne tarde pas. Elle ne pouvait pas tarder. Quand un État reprend ce qu'il n'était pas censé toucher, les marchés ne débattent pas. Ils punissent, les agences de notation dégradent, les financements se raréfient. Dans les médias occidentaux, le récit est prêt, incompétence, dérive autoritaire, chaos annoncé. Ce n'est pas une analyse, c'est un avertissement. Le message est simple, revenir dans le rang ou payer le prix. Mais ce qui surprend, c'est que le pays ne recule pas. Au contraire, la secousse traverse les frontières. Au Niger, au Mali, au Tchad, des ministres, des syndicalistes, des étudiants observent. Une question circule à voix basse, puis de plus en plus fort. Si eux l'ont fait, pourquoi pas nous? C'est là que la rupture devient dangereuse, non pas pour le Burkina Faso seul, mais pour l'équilibre régional construit sur l'acceptation silencieuse. Le pouvoir le sait et il choisit de pousser plus loin. La nationalisation de la plus grande mine du pays n'est pas un geste isolé. Elle intervient après des morts, des ouvriers burkinabés sacrifiés pendant que les dirigeants étrangers refusent toute responsabilité. Les entreprises menacent de partir, de tout arrêter plutôt que d'investir dans la sécurité. La réponse de l'État est immédiate. Gel des avoirs, poursuite judiciaire, prise de contrôle totale. La production continue. Les cadres étrangers quittent le pays en silence. Les ouvriers restent, protégés par l'armée. Le message est clair, respecter les vies ou quitter le sol. À Londres et à Toronto, la panique s'installe. Les marchés chutent, les investisseurs crient au vol. Mais ce qui se joue dépasse la finance. Le contrôle des ressources devient une question existentielle. Et quand des attaques djihadistes cible directement les sites miniers, le lien devient impossible à ignorer. Saboter l'or, c'est tenter de faire plier l'État. La réponse est une militarisation assumée, des alliances sécuritaires renforcées, une communication directe avec la population, plus de secrets, plus de compromis flous. La société encaisse, elle se durcit, elle comprend que reprendre le contrôle n'est pas gratuit. À partir de là, la souveraineté cesse d'être un mot, elle devient un coût que chacun doit mesurer. La stratégie change de nature, après la confrontation vient la preuve, car reprendre le contrôle ne suffit pas, il faut montrer ce que ce contrôle produit. L'État ouvre les comptes, pas partiellement, pas symboliquement, totalement. Chaque franc issu de l'or est publié, accessible, vérifiable, traçable. Pour la première fois, mais la richesse ne disparaît pas après l'extraction. Et ce changement est visible, concret, impossible à masquer. Les premiers fonds récupérés ne financent non pas des discours, ils financent des hôpitaux, des écoles, des routes. À Tenkodogo, un nouveau service de pédiatrie ouvre ses portes, entièrement financé par les recettes minières. Ce n'est pas un projet pilote, c'est un signal. Les Burkinabés découvrent enfin à quoi sert leur sous-sol. Et cette découverte change tout. La logique économique se renverse. Même avec une production légèrement réduite, les recettes explosent. Parce que la fuite est stoppée, les multinationales comprennent alors qu'elles ont perdu leur levier. Elles reviennent à la table, mais les règles ne sont plus négociables. Conditions équitables, majorité nationale, transfert de technologies obligatoire, respect social et environnemental contrôlé, refuser c'est partir, accepter c'est s'adapter.
Mais chaque victoire appelle une riposte. Les attaques contre les sites miniers se multiplient, coordonnées, calculées, cherchant à semer la peur, à briser la continuité. Le pouvoir ne recule pas, il renforce la protection, militarise les zones stratégiques, assume ses alliances sécuritaires. La population est informée, impliquée, responsabilisée. La souveraineté devient collective ou elle échoue. Des campagnes de sensibilisation parcourent le pays. On explique les enjeux. On prépare au coup, car défendre l'or, ce n'est plus défendre un actif, c'est défendre une trajectoire. Les résultats s'accumulent. Des dizaines de cliniques ouvrent, des écoles surgissent là où il n'y avait rien. L'eau jaillit de nouveaux puits, des médecins expatriés rentrent. Des enseignants restent, l'espoir cesse d'être abstrait. Pour verrouiller l'avenir, un fonds souverain est créé, géré par des experts nationaux, pensés pour survivre au cycle politique. Il finance l'éducation, l'agriculture, l'innovation. Il protège ce qui a été reconquis, mais le véritable basculement est ailleurs. Dans les villages, des assemblées décident, la population participe, la richesse devient une responsabilité partagée. À partir de là, le pouvoir sur l'or ne dépend plus d'un convoi ni d'un homme, mais d'un système qui a appris à se surveiller lui-même. À ce stade, le Burkina Faso ne dérange plus parce qu'il dit, il dérange parce qu'il montre. La transparence cesse d'être un slogan, elle devient une arme. Chaque contrat est publié, chaque dépense est traçable, chaque chantier peut être vérifié. Ce choix n'est pas moral, il est défensif. Car là où la corruption prospère dans l'ombre, la lumière devient dissuasive. Des cabinets indépendants contrôlent. Les résultats sont publics, contestables, débattables. Ce niveau d'exposition change le rapport au pouvoir, les détournements deviennent risqués, les compromis deviennent visibles. Et cette visibilité attire l'attention. Des délégations arrivent, du Sénégal, du Mali, des ONG internationales observent, non par solidarité, mais par intérêt, car un État africain qui impose ses règles sans s'effondrer brise un mythe central. La Chine ajuste sa posture, propose des investissements sous conditions transparentes, forçant l'Occident à revoir ses pratiques. Les partenariats changent de forme, plus de contrats uniques, plus de dépendances silencieuses, majorité nationale, transfert de technologies vérifiables, normes sociales et environnementales imposées. La souveraineté devient contractuelle. Mais ce changement n'est pas seulement institutionnel, il est psychologique. Pour la première fois, la population se perçoit comme propriétaire, pas spectatrice, pas bénéficiaire indirect, propriétaire. À Bobo-Dioulasso, une coopérative de femmes voit le jour, financée par les recettes minières. 200 emplois créés, ce n'est pas un symbole isolé. C'est une contagion. Quand les ressources cessent d'être abstraites, la responsabilité collective émerge, les plateformes citoyennes se multiplient, signalement d'abus, surveillance locale. La dignité cesse d'être une revendication, elle devient une exigence sociale. Même les anciens acteurs du système le reconnaissent. L'ancien modèle touche à sa fin, mais rien n'est garanti. Les vieux réflexes rôdent, corruption, inertie, pressions extérieures. Il suffirait d'un relâchement, d'un compromis mal surveillé pour que la mécanique se réinstalle. C'est là que se joue la vraie bataille, non contre les multinationales, mais contre l'oubli. Car reprendre le contrôle est un moment, le conserver est une discipline. Et plus le modèle inspire, plus il devient une cible. À ce stade, le débat n'est plus économique, il est existentiel. Le Burkina Faso a franchi une ligne invisible, celle après laquelle revenir en arrière coûte plus cher que continuer, car accepter à nouveau les anciens compromis signifierait admettre que tout cela n'était qu'un épisode, un écart toléré, une parenthèse refermable. Or, la société a changé, la vigilance citoyenne n'est plus une consigne venue d'en haut, elle est devenue réflexe. Formation à l'intégrité, audit régulier, sanctions rapides en cas de corruption prouvée. Le système apprend à se corriger avant de s'effondrer, mais chaque progrès attire des contestations. Des tentatives de discrédit, des pressions diplomatiques plus subtiles. On ne parle plus de chaos, on parle de normalisation nécessaire. C'est une autre forme de menace, plus douce, plus dangereuse. Accepter la normalisation, ce serait renoncer à l'essentiel sous prétexte de stabilité. Refuser, c'est assumer une tension prolongée. Le choix n'est plus entre richesse et pauvreté, il est entre autonomie
et dépendance négociée. Et ce choix dépasse le Burkina Faso. Car si le modèle tient, il devient reproductible. Si d'autres pays suivent, Diemes n'est pas un secteur qui change, c'est un rapport de force continentale. C'est précisément ce qui inquiète. La question n'est donc plus si le Burkina Faso a raison, mais combien de temps il peut tenir sans soutien régional structuré, sans alliance politique solide, sans coordination sud-sud, car la souveraineté isolée s'épuise, la souveraineté partagée se renforce, ce moment est fragile, mais il est aussi irréversible dans les esprits. Les jeunes ne demandent plus des promesses, ils demandent des comptes, ils ont vu, ils ont compris. Ils ne pourront pas oublier. Quand une société apprend qu'elle peut contrôler ses richesses, elle ne peut plus être gouvernée comme avant. C'est là le véritable point de non-retour. Ce qui s'est joué cette nuit-là n'était pas la saisie de quelques lingots, c'était un rappel brutal. L'ordre établi n'existe que tant qu'il est accepté. Le Burkina Faso a prouvé qu'un autre chemin est possible. Pas sans douleur, pas sans risque, mais possible. Désormais, 3 trajectoires se dessinent. Si ce modèle est accepté, la souveraineté cesse d'être une exception. Elle devient une référence. Les ressources cessent d'être une malédiction et commencent à financer l'avenir. Si ce modèle est rejeté, le message est clair, oser coûte trop cher. La résignation redevient la norme et les lingots recommencent à voyager. Si le silence s'installe, le danger est plus insidieux, les règles s'érodent. La vigilance faiblit, le système ancien revient lentement, légalement. Chaque option a un prix et ne pas choisir est déjà un choix. Le Burkina Faso n'a pas trouvé une solution miracle. Il a posé une question que plus personne ne peut éviter. À qui appartient réellement la richesse d'un pays? L'or finira par s'épuiser. La dignité, non. Ce qui restera, ce ne seront pas les chiffres, mais la preuve qu'un peuple peut décider de ce qu'il accepte et de ce qu'il refuse. C'est là l'enjeu universel, pas seulement pour l'Afrique, pour toute société confrontée à ses propres renoncements. Réfléchir à ce choix, en débattre, le défendre ou le contester, c'est déjà y participer, parce qu'une fois que l'idée est née, qu'un autre ordre est possible, la faire taire devient impossible.